Salut, c'est Sab, 2025 c'est terminé il y a peu et cette année plus que jamais j'ai consommé beaucoup de choses. C'est simple, je suis passionné de tellement de trucs différents que sur une année je regarde énormément de films, de séries, d'animés, je lis plein de livres, de mangas, je joue à plein de jeux et c'est bête à dire mais parmi tout ça il y a plein d'œuvres qui me touchent particulièrement et dont je peux difficilement parler sur cette chaîne YouTube et surtout malheureusement c'est compliqué de garder une trace de tout ça donc j'ai décidé cette année de faire un bilan de toutes les œuvres qui m'ont marqué et je vous propose qu'on y aille tout de suite. Le premier manga qui m'a marqué cette année, c'est simple, c'est Author of the Flame, ou Author of the Flame, je sais pas comment ça se prononce pour être honnête, un manga de Yuki Kawaguchi, un mangaka dont vous avez sûrement très peu entendu parler en France, tout simplement parce que ses travaux n'ont jamais été adaptés, mais il avait fait un manga qui m'avait particulièrement marqué dans le Jump, Hunter's Guild Red Hood, que j'avais particulièrement adoré, notamment le style de dessin que je trouve dingo, mais aussi son histoire et son setting qui était vraiment intéressant, et qui malheureusement, comme d'habitude, quand on fait confiance au goût de merde des japonais, a été annulé après une petite trentaine, vingtaine de chapitres très rapidement. J'étais dévasté, évidemment, d'ailleurs pour tout vous dire, j'étais tellement dégoûté de cette annulation que ça m'a fait arrêter de lire les mangas du Jump pendant plusieurs mois quand même. J'attendais du coup avec impatience son prochain manga et ça n'a pas loupé. Author of the Flame, j'ai trouvé ça génial, ça m'a un peu moins parlé forcément, surtout le setting viking, monde de glace et tout, qui est un peu moins captivant je trouve que l'univers complètement original de Hunter's Guild Red Hood, mais quand même, et surtout ça m'a fait trop plaisir de retrouver son style de dessin que je trouve vraiment incroyable, donc j'ai kiffé. Malheureusement, je suis obligé de vous en parler au passé, tout simplement parce que il a encore une fois été annulé. Bon, au moins, il a duré un peu plus longtemps que le précédent, mais ça commence à devenir un peu fatigant, le goût de merde des japonais qui préfèrent une énième série complètement bateau plutôt qu'un truc vraiment original, c'est dingue. Je vous invite quand même à lui donner sa chance, ne serait-ce que pour les dessins, et puis surtout à Hunter's Guild Red Hood, parce que vraiment c'était exceptionnel. Je suis dévasté que ce manga ait été annulé, je ne comprends pas, tout simplement. Un autre manga qui m'a marqué cette année, c'est Girl Meets Rock, un manga que j'ai adoré, que j'ai trouvé génial, et surtout qui change un peu parce qu'on est ici sur un manga tranche de vie sur une fille qui s'inscrit au club de musique de son lycée. Dit comme ça paraît pas dingo, mais vraiment c'est incroyablement maîtrisé. Déjà, le style de dessin et la composition, c'est dingue. J'ai rarement été autant impressionné par la maîtrise du style de dessin d'un auteur dans un manga. C'est incroyablement expressif. Et c'est particulièrement important quand on parle d'un manga de musique parce que, spoil, dans un manga il n'y a pas de son. Mais surtout c'est dingue comme c'est exactement l'énergie et l'ambiance que doit avoir un manga tranche de vie à mes yeux. C'est parfaitement maîtrisé là-dessus. Et donc c'est un bonheur absolu à lire. Je vous invite très fortement à jeter un coup d'œil, c'est un bonheur. Le seul petit défaut c'est que toutes les paroles de chansons quand ils font des représentations elles sont censurées parce que il n'y a pas les droits, ce qui est complètement con mais bon. C'est comme ça, le copyright des fois c'est bien débile. Ça n'empêche pas que c'est exceptionnel et que je vous invite très fortement à jeter un coup d'œil. On enchaîne sur probablement ma plus grosse claque manga de cette année, un manga que j'avais pas du tout vu venir et qui s'appelle Centuria. Vous en avez probablement entendu parler déjà parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont complimenté à sa sortie et surtout parce qu'il a été récemment je crois adapté en France. Centuria c'est un manga de dark fantasy et qui m'a beaucoup fait penser à Berserk, déjà parce qu'il n'y a pas 1 million de mangas de dark fantasy, on se met d'accord, mais surtout parce que les dessins sont exceptionnels, c'est dingue, il y a un sens du détail de fou et un style que je trouve vraiment ouf. Et en plus de ça tu prends une claque de dingue dès le début du manga et tu découvres vite ensuite que le début en fait c'est la partie la moins bien. Plus ça va, mieux c'est, et petit à petit de chapitre en chapitre tu réalises que l'auteur a créé tout un univers cohérent avec plein d'ordres de hiérarchie différents, plein de personnages, plein d'organisations différentes et tout un système de pouvoir et tout. Je vais pas trop vous spoiler mais vraiment c'est dingo, c'est trop ouf comme l'univers est hyper développé. J'ai l'impression d'avoir 12 ans comme j'arrête pas de dire c'est ouf, c'est dingue, c'est exceptionnel, mais vraiment c'est exceptionnel. Je vous invite très fortement à le lire et surtout j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans le futur parce qu'il y a énormément de possibilités dans l'univers du manga et donc on est qu'au début quoi. C'est assez dingue de se dire ça avec tout ce qui s'est déjà passé dans le manga mais on est vraiment qu'au début donc foncez. Ma dernière révélation de cette année, elle est aussi incroyable puisqu'il s'agit d'un manga français. Voilà, et ça me fait très plaisir de vous en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont pas forcément entendu parler alors que c'est un putain de chef-d'œuvre. Ça s'appelle Yon, je l'ai là d'ailleurs. Hop. Yon, ici même, écrit et dessiné par Camille Broutin, et un manga surtout qui est dingue de personnalité, que ce soit dans la composition qui est complètement unique et qui change des codes des mangas classiques, et surtout le style de dessin qui se rapproche de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'animation par exemple, et qui se détache un peu du style manga, donc on a une atmosphère et une identité vraiment particulière qui match parfaitement avec l'histoire qui est hyper originale et unique, et que perso j'ai trouvé vraiment incroyable, qui m'a beaucoup touché, c'est le genre d'histoire que j'adore. J'ai très hâte de voir où ça va aller parce qu'il y a
beaucoup de mystères qui sont encore non résolus dans l'histoire, mais c'est assez fou comme ça m'a parlé, et surtout, comme je l'ai lu à une vitesse folle, c'est incroyable comme ça se lit tout seul, c'est un bonheur. Allez jeter un coup d'œil, Yon, trop cool, et en plus ça fait trop plaisir de pouvoir soutenir des auteurs de manga français, en particulier quand ils sont si talentueux. Je suis le genre de mec à préférer les mangas aux animés, mais cette année j'ai quand même regardé des animés de dingo dont il faut que je vous parle, et on commence avec FLCL, une de mes méga claques d'animés de cette année que j'ai adoré. Faut savoir qu'à l'époque j'avais essayé de me pencher sur FLCL, et donc j'avais lu le manga, et j'avais tout simplement eu la flemme de regarder l'animé. Je me rends compte maintenant de mon erreur parce que c'est un putain de chef-d'œuvre, c'est un bonheur de voir une production d'animation aussi libérée et aussi créative. Je pense que franchement, dans l'état actuel de l'industrie de l'animation, c'est compliqué de retrouver des séries comme ça, mais quand en plus tu donnes cette liberté créative à des animateurs aussi légendaires que le studio Gainax, bah ça donne un résultat vraiment extraordinaire. Et en plus, je l'ai particulièrement aimé, malgré le fait que la quasi-totalité des blagues de cet animé, et il y en a vraiment beaucoup, elles sont destinées au public japonais et donc très compliquées à traduire et à adapter. Ça reste quand même génial. Il y a des choix de mise en scène et de réalisation que je trouve dingues. Et au global, c'est une œuvre qui m'a beaucoup touché. Voilà, faudrait que je la revoie parce que c'est très dense et très rapide, mais j'ai adoré. Et je vous invite, si vous aimez l'animation japonaise, à lui donner sa chance parce que ne serait-ce que pour l'expérience, ça vaut le coup de le regarder. Une autre claque que j'ai eue cette année en animation, c'est Sonny Boy, que j'ai fini en plus récemment, là il y a peut-être une semaine. Extraordinaire de créativité. Je pense que j'ai rarement vu une œuvre aussi unique et aussi assumée. C'est compliqué à expliquer sans le voir parce que c'est un animé très particulier, mais ne serait-ce que pour la direction artistique, les visuels, l'animation, tout ça, c'est vraiment fou. Le postulat de départ, le concept de l'animé, il est dingue, et surtout, l'histoire est vraiment très aboutie. Faudrait que je le revoie encore une fois parce que c'est une histoire qui est très dense et surtout, il y a un choix très assumé de l'animé de se concentrer plutôt sur les personnages, leurs relations entre eux, leurs réactions, etc. Et donc de laisser un peu l'explication de l'histoire au second plan. Et donc on se retrouve typiquement quasiment à chaque début d'épisode avec une situation un peu incompréhensible. Et on doit nous-mêmes petit à petit relier à d'accord on est ici, à d'accord on est dans le passé, à d'accord lui il est là parce que du coup c'est ça, machin. C'est une expérience de dingue. Pareil, je vous invite à le regarder ne serait-ce que pour essayer parce que ça vaut le coup de s'ouvrir à des nouvelles formes de racontage d'histoire, de storytelling tout simplement. Mais ouais, Sonny Boy c'est une expérience de fou et très sincèrement, encore une fois, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve pour les auteurs et créateurs de cette série parce que ça déborde de créativité et de passion par-dessus tout et donc ça fait trop plaisir à voir dans un climat encore une fois où on a beaucoup d'animés qui sont pas dingos. Tout simplement. Et on termine la partie animée avec Panty and Stocking, particulièrement New Panty and Stocking with Garter Belt. J'en peux plus de ce titre d'animé qui est insupportable à prononcer avec mon vieil accent de Frenchie. Panty and Stocking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé du studio Trigger qui est mon studio d'animation préféré. Et surtout, c'est une série qui est incroyable dans sa créativité et son originalité, surtout sur le style d'animation. Ça déborde d'énergie, c'est incroyable à regarder. Donc à l'époque, ça m'avait bien fait kiffer, ne serait-ce que pour le style d'animation de fou. Je pensais pas, honnêtement, qu'il y aurait une suite un jour. Et on a eu droit à une suite cette année qui est tout aussi géniale et extraordinaire. Je vous invite à jeter un coup d'œil. C'est trop cool et ça change encore une fois pas mal des animés qu'on a l'habitude de voir. Au-delà du fait que c'est aussi très drôle et très stylé niveau visuel. Jetez-y un coup d'œil tout simplement. Cette année, c'était aussi beaucoup de séries, format que j'ai pas l'habitude de regarder. Je suis pas un grand fan de séries parce que je trouve ça beaucoup trop chronophage. Mais écoutez, cette année, pour une raison obscure, j'en ai regardé vraiment beaucoup maintenant que je me rends compte. À commencer par tout simplement un rewatch en début d'année de Better Call Saul. Je vais pas en parler pendant 1000 ans, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous savez mon avis sur Better Call Saul. Si vous l'avez vu, c'est extraordinaire. Regardez-la, tout simplement. Et ensuite, j'ai enchaîné par une série de mauvais choix, je crois, parce que plein de séries que j'ai trouvé pas dingues. À commencer par Bref 2, qui m'a pas du tout convaincu, que j'ai pas trouvé ouf. Ensuite, il y a eu la fin de Squid Game, que j'ai trouvé vraiment à chier, très naze. Puis les 3 premières saisons de White Lotus. Alors la première, ça allait vite fait, et encore, et 2 et 3, c'était compliqué. Notamment la 3e, qui a une fin que je trouve catastrophique, c'est assez dingue. Ensuite, j'ai donné sa chance à La Servante Écarlate, et j'ai même pas fini la saison 1, tellement j'ai trouvé ça éclaté au sol. Assez fou, ça, comment c'est rincé de malade. Et puis ensuite, je me suis dit, partons sur une valeur sûre, regardons Succession, j'ai entendu que des bonnes choses à ce sujet. Je vous le donne en 1000, j'ai pas fini la saison 2 tellement j'en avais plein le cul, j'avais l'impression d'aller au taf à chaque fois que je lançais un épisode, c'était une corvée, tout simplement. Heureusement, il y a quand même des séries qui m'ont plu cette année, à commencer par Sévrance, grosse révélation, Dieu merci, j'ai regardé Sévrance en entendant parler de la saison 2 parce que putain,
Je sais pas comment les gens ont réussi à tenir 3 ans et demi après ce cliffhanger de malade de fin de la saison 1. Sévrance, c'était une méga claque, je sais pas par où commencer, l'écriture est extraordinaire, c'est hyper créatif, hyper unique, trop original, l'acting est fou, notamment Brit Lauer qui est extraordinaire, génialissime, elle m'a choqué, et puis surtout niveau visuel, c'est un bonheur. La réalisation est ouf, la cinématographie, je crois qu'en français ils appellent ça photographie, est ouf, et par-dessus tout le set design, pardon mais ça devrait être interdit en fait. Ouais, mon seul regret c'est que ce soit un projet mené par Ben Stiller, qui est un bon sioniste, mais sur la saison 3 je crois qu'il va pas trop bosser dessus. Après, malheureusement, série moderne oblige, on va devoir attendre 500 milliards d'années pour avoir la saison 3, donc d'ici là, j'aurai tout oublié, hein, je vais devoir me retaper les 2 saisons, mais je vous invite très fortement à regarder Sévrance si vous n'avez pas vu, c'est un bonheur absolu, et s'il vous plaît en anglais, parce qu'en français, c'est moins bien. Voilà. Après Sévrance, j'ai découvert Modern Family, et ça peut paraître bizarre de parler dans ce genre de vidéo d'une série sitcom comme ça, mais j'ai pris une claque de fou, et c'est pour moi de très loin la meilleure sitcom de toutes, ne serait-ce que par son écriture que j'ai trouvé absolument dingue. Évidemment, elle s'apprécie mieux en anglais, mais c'est aberrant comment la série est trop bien écrite, et surtout, les personnages sont tous trop attachants, en plus de ça, c'est parfaitement pensé pour plaire à absolument tout le monde, c'est incroyablement drôle, et en plus, le format de 20 minutes, il est exceptionnel. Ça fait du bien d'avoir des épisodes qui durent pas 40 minutes ou 1 heure et de pouvoir en regarder un par-ci par-là sans se prendre la tête. Et ça permet du coup de faire 11 saisons sans que ça paraisse trop long. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'aurais pu regarder encore 5 facile. C'est trop bien, je vous invite à la regarder, Modern Family, c'est un bonheur. Et encore une fois, particulièrement si vous parlez anglais, parce que c'est une série purement américaine dans son écriture, et donc c'est un bonheur, c'est trop drôle. Ensuite, j'ai enchaîné par une série d'animation, chose que j'ai pas l'habitude de regarder, parce que la plupart c'est juste des plagiats un peu nazes de Rick et Morty ou American Dad avec un humour bien flingué. Mais j'ai décidé de me laisser tenter par Common Side Effects, dont j'ai entendu beaucoup de bien, et surtout pour son opening, comment on appelle ça, son générique, parce que je follow sur Insta l'artiste qui l'a réalisé et qu'il est extraordinaire, donc je me suis dit bon, si le générique est si bien et si créatif, la série doit être dingue, et bingo, la série est trop bien, c'est génial, la série est trop drôle, trop bien écrite, moi ça m'a beaucoup plu, faudrait que je le revoie parce que ça fait un moment et que j'ai un peu oublié, donc faudrait que je me le refasse avant la saison 2, mais franchement, je vous invite à jeter un coup d'œil parce que je pense que ça pourrait plaire à pas mal de monde, c'est super cool. Tout simplement. Et évidemment, c'est impossible pour moi de vous parler de séries sans mentionner la série que j'attendais le plus depuis pas mal d'années, en plus maintenant que je réfléchis, et qui m'a le plus choqué cette année, Pluribus. J'en ai parlé tout à l'heure, mais évidemment, je suis un fan absolu du travail de Vince Gilligan. D'ailleurs, j'ai prévu cette année de me mater X-Files pour pouvoir regarder les épisodes de Vince Gilligan. Pluribus, j'en attendais vraiment beaucoup, surtout que j'avais des doutes sur la capacité de Rhea Seehorn à dépasser le rôle de Kim Wexler. Et en fait, bah quand tu regardes la série, Kim, elle n'existe plus quoi. C'est incroyable le talent d'acting de cette actrice, elle est trop forte. Elle joue incroyablement bien et au-delà de ça, l'écriture est ouf. La réalisation est dingue, visuellement c'est un bonheur pour les yeux, surtout quand à côté t'as une énième série Netflix moche, genre Stranger Things 5 avec ses couleurs délavées, hyper déprimantes. Là c'est un plaisir à voir, les personnages sont trop bien écrits et en plus l'histoire m'a particulièrement touché parce qu'au-delà d'être super cool et de taper dans les trucs que j'aime bien, ça faisait tout simplement écho à tout le délire IA qu'on est en train de vivre en ce moment et qui me désespère. Donc franchement un bonheur absolu, je vous invite très fortement à regarder Pluribus, c'est un plaisir. Malheureusement on va devoir encore attendre plusieurs années pour la saison 2, je déteste cette ère des séries modernes, mais non franchement j'ai pas compris que des gens arrivent à critiquer cette série en la traitant de trop lente, d'ennuyeuse, ou pire critiquer le personnage de Carol comme étant trop aigri. Si vous faites partie de ces gens, désolé mais j'ai pas envie de vous parler, voilà. Pour moi c'est inquiétant, quand on arrive à s'ennuyer devant une série comme Pluribus, c'est qu'il faut commencer à se remettre en question et potentiellement désinstaller TikTok, parce que là, waouh, pas une milliseconde je me suis ennuyé devant cette série, c'est un pur chef d'œuvre et pour tout vous dire elle est même déjà parmi mes préférés alors qu'il n'y a qu'une saison qui est sortie. Et si vous l'avez vu, je serais très curieux d'avoir votre avis sur le sujet en commentaire. Et je peux pas vous parler de série sans mentionner Knights of Guinevere et The Gaslight District que j'ai absolument adoré, que j'ai trouvé incroyable, mais qui malheureusement ne sont pour l'instant que 2 pilotes. Allez jeter un œil si vous en avez pas entendu parler, c'est de l'animation 1D de très grande qualité, c'est incroyable, direction artistique de fou, animation de dingue, bref, du très lourd, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en série complète. On en a fini avec les séries, mais je voulais quand même prendre le temps de faire un mini aparté sur un type de série que j'ai regardé cette année et qui m'a beaucoup surpris. Je me suis fait un kiff de regarder les week-ends des séries de documentaires animaliers. Et bah franchement, j'ai adoré, c'est trop bien. Je me suis fait la série des
des documentaires de la BBC de David Attenborough, qui apparemment est une légende locale des documentaires animaliers que je connaissais pas du tout parce que il est anglais quoi. Mais c'est vrai qu'il a une voix de narrateur de fou et que c'est un bonheur de découvrir ces séries documentaires et d'apprendre plein de trucs. Et donc je me suis fait le plaisir de me mater les premières saisons de Prehistoric Planet, de Planet Earth, de Blue Planet et de Frozen Planet. C'est simple, je suis accro, je crois, je commence à devenir un peu accro. Je m'en suis téléchargé plein d'autres à regarder. Il y a des épisodes qui sont ouf, notamment celui sur les profondeurs, qui est... j'ai rarement pris une telle claque, voilà. Et celui sur les coraux aussi. Je vous conseille aussi Prehistoric Planet si vous aimez les dinosaures. Moi quand j'étais petit j'adorais ça et c'est probablement la série la plus aboutie et surtout la plus scientifiquement correcte qu'on ait jamais eue, donc c'est un bonheur. Surtout le Vélociraptor, regardez comment il est trop stylé avec des plumes, j'adore. Bref, les séries documentaires animaliers c'est trop bien, je vous invite à jeter un coup d'œil et à tenter si vous n'avez pas l'habitude de regarder ça. C'est trop cool et on apprend plein de trucs. Cette année pour moi c'était aussi l'année du jeu vidéo, j'ai découvert plein de jeux de fou et surtout j'ai découvert plein de jeux tout court parce que pendant des années moi je jouais surtout à Overwatch tous les jours comme un gros puant et donc je jouais très peu aux jeux solo. J'ai donc eu l'occasion de découvrir des très gros jeux à très gros budget super ambitieux en commençant par du très lourd avec Earthbound Orphan. J'ai trouvé ce jeu extraordinaire, je l'ai découvert pour la première fois cette année, ça faisait des années que j'entendais parler d'Earthbound comme étant un chef d'œuvre, notamment en plus qui a inspiré Toby Fox pour Undertale, donc j'en avais beaucoup d'attente. C'était un peu dur pour moi au début de passer au-dessus du système de combat au tour par tour qui est un peu daté. Heureusement j'y ai joué sur téléphone donc l'émulateur avait la fonction accélérée qui m'a permis de passer pas mal de petits passages de combat un peu longs. Mais au-delà de ça, visuellement c'est incroyablement créatif, super unique, hyper original, le jeu est trop fun, il y a plein de mécaniques hyper intéressantes, trop cool à explorer, le scénario est trop cool, l'histoire et la narration surtout m'a beaucoup touché, ça m'a bien surpris. Et au global c'est une expérience de malade, j'ai très hâte d'y rejouer dans quelques temps quand j'aurai oublié pas mal de trucs parce que maintenant que j'ai une meilleure idée de comment le jeu fonctionne, je pense que je vais encore plus kiffer. Et puis vraiment, pareil, si vous connaissez pas, je vous invite à jeter un oeil, les musiques sont très cool aussi. J'ai commencé là du coup récemment Mother 3 et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, tout simplement. Après ça, j'ai eu le plaisir de jouer à Deltarune chapitre 3 et 4. Quel bonheur d'avoir 2 chapitres de suite parce que c'est vrai que la sortie en épisode, moi c'est un peu dur. Donc j'ai eu le plaisir de me retaper les 2 premiers chapitres en entier avant le 3 et le 4. Et en fait, j'étais un gosse à l'époque donc j'étais passé à côté de plein de trucs, mais ce jeu est un putain de chef-d'œuvre absolu. C'est incroyable, particulièrement évidemment dans ses combats qui sont la marque de fabrique de Toby Fox, mais surtout dans sa qualité d'écriture qui est dingue. J'ai été particulièrement touché par l'écriture à plein de moments. En plus de ça, j'ai l'impression que ça part dans une direction complètement différente d'Undertale, donc je suis très curieux de voir le final que Toby Fox nous aura réservé parce que je pense que ça va être vraiment quelque chose. Et surtout, j'ai fait qu'une seule sauvegarde moi avec le jeu dans une route classique, mais avant le chapitre 5 auquel on aura droit cette année, Dieu merci, je vais pouvoir prendre le plaisir tranquillement de me faire toute la route Snowgrave pour la première fois. J'ai très hâte de découvrir tout ça. Trop cool, Deltarune, vraiment super cool. Le seul petit truc que je lui reproche, c'est que c'est tellement dense que vraiment je me suis fait spoiler plein de trucs quoi, parce qu'il y a des trucs, faut vraiment être un chômeur pour les découvrir, donc t'es obligé de te les faire spoiler. À part ça, si vous n'avez pas donné sa chance à Deltarune encore, allez-y. Et évidemment, je mentionne pas les musiques parce que ça me paraît assez évident. Ensuite, j'ai enchaîné sur le fameux Death Stranding 2 que j'attendais depuis des années. Extraordinaire expérience, j'ai adoré, j'en ai même fait une vidéo complète sur ma chaîne, donc je vais aller très vite. Encore une fois, un jeu qui a été honteusement snobé au Game Awards, mais en tout cas, si vous avez jamais essayé Death Stranding premier du nom, c'est l'occasion pour moi de vous dire de le faire. Faites-le, tout simplement. Après ça, une sortie qui a fait pas mal de bruit, et j'en suis très content. Dispatch, quel plaisir, putain de merde, de rejouer enfin à un jeu comme ça à choix dans le style des jeux Telltale de l'époque. J'adorais ces jeux-là quand j'étais petit. Et encore, j'en ai pas fait beaucoup à l'époque et ça m'a quand même beaucoup marqué, c'est un genre de jeu que j'adore. Et là, au-delà des choix, il y a une direction artistique de fou, un univers vraiment cool et original, et franchement, j'ai trouvé le jeu plutôt bien écrit et vraiment cool à faire. En plus, comme souvent avec les trucs qui sortent de façon épisodique, j'ai la chance de découvrir le jeu à la fin, donc trop bien, j'ai pas eu besoin d'attendre, j'ai pu faire quasi tous les épisodes d'affilée. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour la suite, non seulement pour le studio ad hoc, mais surtout pour voir s'ils vont faire une saison 2 de Dispatch, parce que là je serais très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Et on termine avec probablement déjà le jeu qui m'a le plus fait kiffer cette année, mais surtout l'œuvre qui m'a le plus fait kiffer cette année, mon plus gros coup de cœur de l'année, tout confondu, tout simplement parce que j'ai rarement autant pris une immense claque dans ma gueule de qualité. Ce jeu, c'est Disco Elysium, quel putain de plaisir, c'est incroyable. Franchement, ça faisait des années que les gens me disaient faut jouer à Disco Elysium, c'est trop bien
Disco Elysium, je me disais bon, faudra que je m'y mette un jour, mais franchement, des quelques images que je voyais, ça avait pas l'air non plus folichon. Et surtout, je savais qu'il y avait un gros aspect politique, et moi, la politique, ça me fait un peu chier, quoi. Et bah, figurez-vous que j'avais bien tort, parce que ce jeu, c'est une putain de pépite, un méga chef-d'œuvre absolu. Je sais pas quoi vous dire, j'ai même hésité à faire une vidéo sur le sujet tellement il y a trop de choses à dire sur ce jeu, parce qu'il est incroyablement complet. J'ai rarement vu un jeu autant débordé d'amour et de passion, c'est incroyable. Les visuels sont fous, la direction artistique est dingue, le gameplay, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est vraiment ça que devrait être un RPG. Le système de dialogue et de création de personnages et tout, il est tout simplement révolutionnaire, c'est-à-dire que j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo, c'est aberrant. Et surtout, par-dessus tout, l'écriture du jeu est incroyable, c'est affolant comment c'est trop bien écrit, c'est fou. C'est simple, c'est tellement bien écrit que je me suis chopé le livre de l'auteur principal du jeu pour en avoir un peu plus, parce que malheureusement, on n'a toujours pas eu de suite depuis. C'est vraiment peut-être le seul défaut pour moi de Disco Elysium, c'est un jeu vraiment parfait, mais malheureusement, qui dit jeu parfait dit thune, et qui dit thune dit souvent conflit. Il y a eu tout un délire de procès en justice et compagnie qui a suivi le succès du jeu. C'est un bordel à suivre, donc je vais pas vous faire l'affront d'essayer de vous expliquer tout ça, mais sachez que si vous voulez tester le jeu, je vous invite très fortement à le pirater. Voilà, c'est la chose morale à faire, tout simplement parce que la quasi-totalité des créatifs, des artistes et des auteurs qui ont fait le jeu ce qu'il est, ils ne bossent plus dans ce studio depuis, donc ils vont pas toucher 1 euro de ce que vous allez donner. Du coup, bah, piratez-le ou empruntez-le à quelqu'un, je ne sais pas, ou chopez-le avec une promotion. Mais en tout cas, si je peux vous conseiller un truc, jouez-y, parce que c'est vraiment exceptionnel. Et même si ça a pas l'air d'être votre tasse de thé, au moins essayez, parce que franchement, vous risquez d'être surpris. Cette année, c'était aussi et surtout pour moi une année de cinéma, parce que pendant des années et des années et des années, je regardais très peu de films, et j'ai donc décidé il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, d'essayer de regarder au moins un film par jour. Et ben du coup, quand tu fais ça, effectivement, tu regardes beaucoup de films. Il y en a plein, des films qui m'ont marqué cette année, que j'ai adoré. Je vais essayer d'être concis, parce que déjà, j'ai essayé de faire une liste la plus courte possible, et c'était beaucoup trop long, et surtout parce que je sens que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. J'ai commencé l'année en découvrant donc le travail de Céline Sciamma, que j'adore. Voilà, je suis incroyablement fan, et pourtant j'ai vu que 2 films d'elle pour l'instant, Le portrait d'une jeune fille en feu et ensuite La naissance des pieuvres, et figurez-vous que j'ai préféré La naissance des pieuvres qui m'a particulièrement touché, j'adore. Et puis aussi Adèle Haenel, faut qu'on en parle, c'est normalement impossible d'être aussi talentueux sur Terre, ça devrait être illégal. Après ça, je me suis fait le plaisir de me faire l'intégrale de Wes Anderson, enfin je crois qu'il m'en manque un, La vie aquatique de je sais pas quoi, faut que je le voie, je l'ai téléchargé il y a quelques jours. À part ça, j'ai tout vu, et parmi mes préférés, il y a évidemment I Love Dogs, qui est incroyable, absolument fou, j'adore en plus le stop motion, donc ça fait plaisir des films de stop motion qui sont pas pour les enfants, et en plus voir Bryan Cranston faire la voix d'un chien, c'est un bonheur. Mais aussi Asteroid City, que j'ai particulièrement aimé, que j'ai trouvé particulièrement créatif, surtout les délires d'aliens, et aussi Moonrise Kingdom, que j'ai trouvé vraiment très beau et très touchant. Après ça, je me suis fait l'intégrale des James Bond de Daniel Craig, que j'avais jamais vu, alors que Daniel Craig, je l'adore, mais on aura l'occasion de reparler de lui tout à l'heure. Et malheureusement, à part Casino Royale, qui est absolument exceptionnel, tous les autres m'ont paru un peu mid, mais le premier vraiment exceptionnel. Tant qu'on est dans les séries de films, j'ai enchaîné avec la trilogie de Christopher Nolan des Batman, que j'avais jamais vu, tout simplement parce que j'aime pas le travail de Christopher Nolan, peut-être ma plus unpopular opinion de cette vidéo. Je sens que je vais me faire insulter, mais Christopher Nolan, c'est vraiment pas ma tasse de thé, et ça l'a confirmé encore une fois, cette trilogie Batman, je l'ai trouvé à chier, même celui du Joker. Voilà, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires, je sais. Par contre, ça m'a donné l'occasion de voir The Batman avec Robert Pattinson, que j'adore, et là le film par contre, il est exceptionnel, c'est incroyable, et ça me fout un somme immense parce que le film est ouf. Et même après avoir eu plusieurs années de retard de visionnage, eh ben je vais devoir attendre encore plusieurs années pour avoir la suite. Qu'est-ce que c'est que cette époque où on met 47 millions d'années pour faire un film à succès, je ne comprends pas. Après ça, un film sorti de nulle part, duquel j'attendais pas grand chose mais qui m'a choqué, Under the Silver Lake. Je pensais pas que ça me plairait autant. Bon, j'aimais déjà beaucoup le travail d'Andrew Garfield, mais dans ce film je l'ai trouvé exceptionnel, et surtout j'ai trouvé que le scénario il était hyper créatif, super original, et perso franchement ça m'a parlé de fou, il y a une ambiance vraiment unique. Après ça je me suis maté Neza 1 et 2, je crois que ça se prononce pas Neza, c'est une prononciation à la chinoise, mais je vais pas prendre le risque d'essayer de prononcer ça. Je savais pas à quoi m'attendre parce que c'est 2 films qui ont battu tous les records en ce qui concerne les box-office d'animation dans le monde, mais franchement exceptionnel. Déjà ça change un peu de voir des histoires basées sur la mythologie chinoise, et surtout l'animation est exceptionnelle, je n'ose même pas imaginer le budget de ces films. J'ai très hâte de voir ce que va donner le 3, et surtout combien d'argent il va coûter, parce que je pense qu'on va être sur un délire jamais vu auparavant là. Ensuite, Sentimental Value m'a beaucoup touché, j'ai particulièrement aimé Elle Fanning dedans, que j'avais vu que dans Death Stranding 2, elle est exceptionnelle, mais par-dessus tout, celle qui est exceptionnelle et qui m'a choqué, c'est une actrice dont le nom est un peu imprononçable, donc va falloir que je le google. Inga Ibsdottir Lileas. Voilà, terrible de s'appeler comme ça, je compatis, mais par contre,
exceptionnelle actrice, j'étais sur le cul d'à quel point elle joue trop bien, c'est aberrant, en plus d'être incroyablement magnifique, c'est fou. J'ai eu ensuite le plaisir de mater No Other Choice, incroyable film de Park Chan-wook, et pour le coup j'ai pris une grosse claque parce que avant ça j'avais vu de lui que I'm a Cyborg but It's Okay, un truc comme ça, qui m'avait plu mais sans plus. C'est aberrant comme ce film est trop bien, et surtout ça m'a motivé à regarder d'autres films de lui depuis, et bah littéralement il y a 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai regardé Decision to Live, putain de merde comme ce film est exceptionnel, c'est abusé. J'ai fini l'année avec un film que j'attendais depuis des mois parce qu'il était indisponible, voilà, il avait été montré qu'en festival et donc impossible de le trouver nulle part alors qu'il avait l'air trop cool. Dead Talents Society, un film incroyable que je vous invite à voir. Déjà ça m'a fait trop plaisir parce que ça m'a beaucoup rappelé Le fantôme de merde de Suricat, alors les souvenirs je vous en parle même pas, mais surtout au-delà de ça, c'est un film de fou malade, il est trop drôle et en même temps trop touchant, l'acting est dingue, visuellement putain qu'est-ce que c'est ouf, et franchement trop cool à regarder. J'ai passé un super moment, j'ai très hâte de voir, encore une fois, hein, je me répète tout le temps, mais les autres films de la personne qui a fait ce film, dont j'ai oublié le nom, évidemment, mais très grosse surprise, et franchement, petite pépite dont je pense très peu d'entre vous auront entendu parler, et je vous propose qu'on termine avec mon top 5 de cette année, les films que j'ai le plus adoré. En 5ème position, on commence avec Look Back, exceptionnelle animation, le style est dingue, incroyablement touchant, surtout quand on est artiste comme moi, et surtout, les musiques sont ouf. 4ème position, Chainsaw Man Rez, encore une fois du Fujimoto, le mec a une baraka de fou niveau adaptation, c'est un truc de ouf. L'animation, est-ce que j'ai besoin d'en parler? C'est un putain de chef-d'œuvre absolu. Et les musiques, pareil, trop cool, vraiment dingue, grosse claque dans la gueule celui-ci. Et d'ailleurs, j'en profite, encore une fois, méga braquage que ni Look Back ni Rez aient été nominés pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Voilà, je comprends pas. En 3ème position, Wake Up Dead Man, exceptionnel. J'adorais déjà la série des À couteau tiré, mais là le 3ème il est non seulement extraordinaire, en plus de ça la cinématographie, j'ai rarement autant pris des claques dans la gueule d'à quel point c'est ouf et maîtrisé, c'est incroyable. La cinématographie du film c'est carrément un personnage à elle toute seule, et surtout le rapport à la religion m'a particulièrement touché, j'ai trouvé ça très fort et très bien écrit, c'est fait avec beaucoup de justesse, et Daniel Craig est extraordinaire comme d'habitude, clairement le meilleur des trois de très loin à mon sens. En 2ème position, One Battle After Another, un film dont j'avais aucune attente, tout simplement parce que la promo du film était éclatée et que l'affiche est d'une mocheté terrifiante. Putain de merde, quel film de fou, et c'est incroyable d'arriver à caser autant de choses en si peu de temps, j'ai pris une vraie claque, et encore une fois il y a des choix de réalisation qui sont juste fous, c'est une vraie leçon. Mention spéciale aussi pour Chase Infinity, comment c'est possible déjà d'être aussi talentueuse, mais surtout pour un premier film, je ne comprends pas, c'est lunaire. Et on termine avec la première position, mon film absolu préféré de cette année. C'est simple, je l'ai tellement aimé qu'il est rentré dans mes 4 films favoris de Letterboxd. Il s'agit de Happy End de Neo Sora, exceptionnel film, trop bien filmé et surtout hyper bien écrit. Franchement, je saurais pas trop vous expliquer pourquoi comment, j'ai trouvé ce film trop beau, trop touchant. J'ai adoré, voilà, j'ai trouvé génial, je vous invite à le voir. Et surtout, ça me fait particulièrement plaisir parce que Neo Sora sur son Insta, c'est un fervent défenseur de la Palestine, donc bah ça fait kiffer, voilà, il mérite. Je ne sais pas combien de temps dure déjà cette vidéo, mais je vous promets, c'est bientôt fini. On termine avec les livres, parce que cette année, je me suis fait le plaisir de prendre plus le temps de lire des livres, et notamment des romans que j'avais plus trop toucher depuis pas mal d'années. J'ai commencé par This is how you lose the time war, je crois que ça s'appelle Les oiseaux du temps, en français, un titre bien flingué. Je lui dis le titre en anglais tout simplement parce que je l'ai lu en anglais. Parce que règle générale, j'essaie toujours de lire et regarder et écouter les trucs dans leur langue d'origine. Je l'ai lu en anglais, et c'était un bonheur. Trop bien écrit, une prose de fou, hyper touchant, et franchement, hyper original, je m'attendais pas du tout à ça, je vous invite à jeter un coup d'œil, gros coup de cœur. J'ai enchaîné avec probablement mon plus gros kiff de livre de cette année, I Who Have Never Known Men, moi qui n'ai jamais connu les hommes, un livre de Jacqueline Hartman, et là vous vous dites, il a lu en anglais alors que la meuf s'appelle Jacqueline. Vous êtes très intelligent si vous vous êtes dit ça, moi j'avais pas capté, en fait les gens en parlaient sur TikTok et sur les réseaux en anglais, donc je suis parti du principe que c'était un livre anglais, et c'est seulement après avoir fini tout le livre que dans la partie à propos de l'auteur, j'ai capté que la meuf en fait elle était belge, voilà. Donc à la base il était écrit en français, mais pour le coup je regrette pas parce que j'ai jeté un coup d'œil à la version française du coup après, et franchement j'ai trouvé ça beaucoup moins digeste et beaucoup moins agréable à lire. Peut-être un avis de raciste là-dessus, mais franchement j'ai préféré l'anglais, voilà. À part ça, livre de fou, incroyablement touchant et émouvant, particulièrement impactant pour moi, ça m'a beaucoup touché le sujet, les réflexions qu'il y a dans ce livre. Je suis en train de mourir, désolé. Et surtout, j'ai été surpris d'à quel point j'ai été peu dérangé par l'absence de réponse à certaines questions, là où je suis plutôt du genre à avoir besoin que tout soit bien relié et fasse sens dans ce genre d'histoire. Là, ça m'a beaucoup plu et je crois même que c'est mieux sans toutes ces réponses, donc franchement, c'est assez fou de réussir ce genre de truc. Ensuite, j'ai lu My Year of Rest and Relaxation, faut vraiment que je bosse cet accent anglais. Mon année de repos et relaxation de Otessa Mossbeg.
Je vais googler ça, je vais vous dire. Otessa Moshfegh, je crois que ça se dit comme ça. Livre très cool, encore une fois, qui m'a pris pas mal de cours, je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, j'ai trouvé le concept super intéressant. Pas 100% convaincu sur certains trucs, notamment le rythme que j'ai trouvé un peu douteux parfois. Mais au global, vraiment très cool comme expérience, ça m'a donné envie d'aller à New York. Voilà. Ensuite, je me suis fait le plaisir de continuer à lire le travail d'Amélie Nothomb, qui est parmi mes auteurs préférés ever. Cosmétique de l'ennemi a été mon livre préféré pendant longtemps. Métaphysique des tubes est un de mes livres préférés actuellement. Je l'adore, je le trouve génial. Et je me suis fait donc le plaisir cette année de lire Stupeur et Tremblement, que j'ai beaucoup aimé, mais surtout Hygiène de l'assassin, que j'ai trouvé ouf. C'est aberrant pour moi de réussir à sortir ce genre d'histoire de son cerveau. C'est dingue, il y a une maîtrise des dialogues qui est ouf. Et surtout, il y a une confiance dans cette histoire à raconter une espèce de perversion qui est dingue. Je trouve ça fou de réussir à se livrer autant. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des trucs vraiment hyper osés dans ce livre et je trouve ça fou d'oser raconter autant de choses. Je sais pas si je suis complètement convaincu de la fin, faudrait que je le relise encore une fois, mais franchement c'est une vraie aventure à lire et c'est incroyable encore une fois. Comme dans tous les autres livres d'Amélie Nothomb, une fois la première page passée, tu sais plus t'arrêter quoi. C'est assez fou, franchement c'est fou. Et on termine avec deux ouvrages qui ne sont non pas des romans, mais des romans graphiques. Je crois que c'est ça le terme, hein. J'ai jamais trop compris la différence entre une BD et un roman graphique pour être honnête. Je les ai là donc je vous les montre, mais ils sont big alors j'ai pas envie de taper dans mon micro. Je suis Leur Silence et je suis un ange perdu. Exceptionnel travail de Jordi Lafèbre que j'ai découvert absolument au pif, tout simplement parce que je trouvais les couvertures magnifiques. Et en fait, c'est trop bien, c'est incroyable. On suit le personnage d'Eva que j'ai trouvé absolument fou. Voilà, j'ai trouvé les personnages trop bien écrits, l'histoire trop cool à suivre. Et surtout, au-delà des dessins qui sont vraiment géniaux, je trouve ça vraiment bien que ça traite de sujets importants comme ça. Et par-dessus tout, avec une bienveillance incroyable et beaucoup de justesse. Donc un gros travail d'écriture là-dessus, j'ai très hâte de voir s'il va continuer à faire la suite parce que je pense qu'à la base c'était censé être une histoire unique. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu et je pense qu'on a enfin fait le tour. Je réfléchis parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un truc mais en même temps j'ai vu et lu tellement de choses cette année que c'est compliqué. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et surtout que j'ai pas parlé trop vite tout le long parce que quand je parle des trucs que j'aime je peux vite partir pendant 500 000 ans sans m'arrêter. Et puis surtout j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas je suis content. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, dans une prochaine et d'ici là n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vous les œuvres qui vous ont marqué cette année, films, séries, animés, mangas, jeux vidéo, tout ça. Je serai très curieux de vous lire et puis je vous dis à très bientôt, des bisous.